Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu spéciale. Ouais, je dis souvent un peu spéciale, toujours nouvelle vidéo un peu spéciale aussi parce que j'ai pas d'autres accroches. Voilà. Bon, en attendant de faire d'autres projets de vidéos et surtout de grosses vidéos qui vont certainement me demander un peu plus de temps et de travail, je me suis dit pourquoi pas faire une sorte de vidéo un peu vrac DVD. Hein, c'est-à-dire que en fait, je vous présente quelques DVD et coffrets DVD que j'ai acquis juste après les deux grosses vidéos de partie de collection de DVD. Donc si vous les avez pas vues, oh bah je vous mettrai quelques liens, voilà, comme ça. Vous en aurez largement votre temps pour regarder. Hein. En même temps, faut dire qu'entre temps, j'ai acquis de nouveaux DVD, de nouveaux films, qu'on me les offre en plus, donc voilà, il faudrait bien que je vous montre un petit peu ce que j'ai reçu depuis, ou ce que j'ai acheté, hein, tout simplement. C'est toujours intéressant, et ça c'est cool, on va parler de DVD honnêtement, voilà. Je m'impose juste quelques conditions, hein, histoire que ce soit pas trop éparpillé le concept, hein, parce qu'après tout, pour moi je considère ces vidéos vrac comme des hors-séries ou des spin-offs aux deux grandes parties de ma collection. Comme ça, ça soit ni trop court ni trop long, en choisissant que 10 DVD. Alors ça peut être des DVD ou des coffrets, hein, histoire de faire une sorte d'équilibrage pour varier un peu de tout. Si le DVD en question a une suite et que je les ai séparés, je les compte comme une même saga. Donc voilà, tout simplement. Et puis oui, il n'y a toujours pas de Blu-ray aussi. Donc voilà, j'essaye d'équilibrer le nombre de DVD et de coffrets aussi, hein, histoire d'équilibrer vraiment la chose, même si ça va être un peu compliqué par la suite parce que j'ai pas tant que ça des gros coffrets de saga, on me les offre souvent, donc voilà, donc j'essaye vraiment au mieux d'équilibrer, et aussi de différents réalisateurs, de genres, de nationalités aussi différentes, histoire donc d'équilibrer et varier tout, voilà, c'est tout. Rien à ajouter. Comme ça vous fait plaisir d'avoir des vidéos de DVD, et moi, ça me fait plaisir d'avoir des vues. Attends, j'ai vraiment dit ça? Attends, je vais voir ça dans mon script. Alors, recette de cuisine, non. Dessin de hentai raté, non. Ah, faire vidéo DVD égale argent. Ah, bah, voilà, c'est pas moi qui le dis, c'est le script. Trêve de blabla inutile, allons sur du blabla essentiel, avec donc le vrac DVD. Et on commence merveilleusement avec Casablanca, un grand classique du cinéma réalisé par Michael Curtiz, avec les légendaires acteurs Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. Donc clairement il est considéré comme le troisième plus grand film de tous les temps, selon bien sûr si tu veux le cas, hein. Bon, c'est une question de subjectivité évidemment, mais selon moi c'est un des plus grands films de tous les temps, voilà, c'est dit. Mais aussi pour moi c'est une des meilleures romances aussi du cinéma, clairement. Et en fait la plus grande force de ce film, c'est le fait que le film a été réalisé dans les années 40, donc en 1942 pour être précis, enfin il était sorti en 1942, donc lors de sa production de tournage en fait ils étaient en pleine Seconde Guerre mondiale. À l'époque, les États-Unis n'étaient pas encore entrés en guerre, et encore il fallait attendre notamment l'attaque Pearl Harbor en 1941 pour que les Américains s'intéressent un peu au conflit, bon, par les Japonais puis par les Allemands. Et justement en fait, c'est un film pro-résistance, parce qu'en effet on raconte sur la ville de Casablanca, donc grande ville du Maroc, qui était à l'époque pendant la France libre, qui après sera rattaché par Vichy, hein, évidemment. C'est là où tous les résistants, les espions se réunissaient dans cet endroit-là, et notamment la Gestapo aussi, hein, et les agents Vichy qui étaient dans le coin. Et donc on suit un Américain qui a ouvert son propre bar-restaurant, son bar en fait, plutôt à Casablanca, et il sert en fait de passeur pour les résistants, notamment français. Hein. Et donc il va être confronté un petit peu aux autorités de Vichy, aux autorités allemandes, mais aussi aux partisans de la résistance, etc. etc. Donc pour moi c'est vraiment un grand témoignage ce film, de se dire qu'on arrive à faire des films comme ça en pleine Seconde Guerre mondiale avec des propos quand même résistants. Hein. Je me rappelle qu'à l'époque les Allemands, enfin les nazis ou Vichy, considéraient que c'était des terroristes, donc c'est quand même assez osé de faire un film comme ça. Alors bien sûr le film a été tourné il me semble que aux États-Unis, donc mais ils ont pu récupérer des acteurs français qui s'étaient issus de la résistance. Et c'est plutôt cool, voilà. Même si voilà, on a un acteur anglais qui joue un capitaine français, ça peut grincer un peu les oreilles, dit comme ça, mais je trouve qu'il est vraiment merveilleux dans ce film. Et non, franchement, c'est vraiment très cool ce film. Et pour info aussi, le personnage principal qui est joué par Humphrey Bogart, il a donc un ami noir, un ami afro-américain, qui n'est pas traité comme un serviteur, un esclave, c'est vraiment comme un ami en fait qui le traite. Et ça remet peut-être en question certains grands films comme Autant on emporte le vent, tiens, sur le racisme. Et comme quoi ce film met à égalité tout le monde, clairement. Et j'adore, voilà, j'adore, c'est vraiment, la romance est vraiment bien détaillée, c'est vraiment cool. Les acteurs sont à merveille je trouve.
et la fameuse scène où ils chantent tous la Marseillaise dans le bar pour faire chasser les officiers allemands, c'est une esquisse totale. Enfin voilà, c'est vraiment un grand classique du cinéma que je vous conseille, il est vraiment super. Il est en noir et blanc, mais il est cool. Il est pas long, moi. Mais du coup, j'ai parlé de troisième plus grand film de tous les temps, mais c'est qui le premier en fait? Et bah, parfaite transition avec Citizen Kane d'Orson Welles. Alors lui, clairement, c'est le film qui est considéré comme le plus grand film de tous les temps. Voilà, avec ça, ça a balayé tous les débats. Hein. Non, enfin bref. Mais oui, c'est un grand film, hein, sinon, oui, clairement. De manière, si vous êtes cinéphile ou vous voulez commencer votre cinéphilie, je pense que Citizen Kane, c'est inévitable de pas le regarder. Enfin, je veux dire, c'est un film qui est obligé dans votre cinéphilie, au moins une fois dans votre vie. Et clairement, Citizen Kane, c'est un très grand film, d'une puissance incalculable. Bref, avec un Orson Welles qui joue du coup un grand mania qui s'appelle Kane, qui en fait on apprend sa personnalité au fur et à mesure des flashbacks. Donc en fait le film se déroule sur la mort de Kane, qui en fait avec des journalistes vont récolter des témoignages de ses proches pour remonter sur un flashback sur la vie de Kane, en fait comment il était et comment il se comportait avec ses proches et pourquoi, et surtout pourquoi il dit Roseboff, voilà, le fameux mot qu'on ne sait pas pourquoi. Et jusqu'à ce que bien sûr la fin nous révèle, bien sûr, mais je ne vais pas vous spoiler, hein, même si le film a plus de 70 ans, voilà, je vais vous laisser quand même la fin, histoire en fait d'apprécier mieux ce classique. Et Orson Welles a bien entendu révolutionné tout ce qui est les plans, les caméras en haut, sur la manière comment on cadre les personnages, le récit de flashback, etc., qui est novateur pour l'époque. Il est sorti, je me semble, dans les années 30-40, si je dis pas de bêtises, et encore. Bref, alors par contre, c'est un film qui ne bénéficie pas de VF, donc voilà, désolé si vous voulez peut-être une VF, mais non, il faudra que le regarder que en VO, enfin, sous-titré, hein, il est sous-titre, hein, je vous rassure. Mais voilà, ça reste un classique incontournable, je trouve, et d'une puissance phénoménale. Et oui, peut-être que pour les Américains, c'est le plus grand film de tous les temps. Pour moi, c'est un des plus grands films. C'est peut-être pas mon film préféré, hein, mais voilà, c'est un très grand film, et je vous le conseille fortement. Bon, maintenant que j'ai parlé de ces films très égaux hein, sur les cinéphilies, je vais quand même parler d'un petit film français super sympa, assez récent en plus, c'est Play d'Anthony Marciano. Voilà, un film que je n'ai pas pu le voir au cinéma, et pourtant il était sorti il y a quelques mois encore, et il est super cool. Voilà, Play avec Max Boublil notamment. Et en fait, je l'ai acheté le DVD pour pas cher hein, chez Noz. Noz, c'est la caravane Alibaba discount. Clairement, tu peux trouver des DVD, des trucs rares à moins d'€1. C'est fou, n'est-ce pas? Mais voilà, Play, c'est vraiment un film qui retrace un petit peu sur la nostalgie, sur le personnage de Max Boublil, en fait, qui reçoit une caméra quand il était jeune ado, et que du coup, il filme tous ces moments avec ses potes, sa famille, et en fait, au fur et à mesure que les années passent, voilà, il filme des événements de sa vie qui vont lui marquer, qui vont faire ses réussites comme ses échecs, et je trouve que c'est vraiment merveilleux, hein, c'est vraiment une sorte de nostalgie, surtout si t'as des potes auxquels tu traînes et qu'après vous grandissez. Et comme dans la chanson, on se donnez-vous un rendez-vous dans 10 ans, et puis voilà. voilà. Et c'est vrai que ça me donne un peu de nostalgie, hein, de me dire, putain, j'ai des potes depuis la primaire, et on est toujours ensemble, et bon, voilà. Chacun dans notre vie, après, comme on dit, peut-être qu'on va se retrouver pour d'autres choses. Et voilà, donc franchement, Play, c'est un film vraiment merveilleux. Je pense que si je l'avais vu au cinéma, je l'aurais peut-être mis dans mes tops, clairement, de l'année, parce que c'est un bon film français, même si je suis pas un grand fan de Max Boublil, j'avoue qu'il est vraiment touchant et très sincère dans ce film, et c'est super cool, vraiment tu as une très grande attache pour ses potes, ses proches. Il y a Alain Chabat qui fait vite fait le rôle de son père, je trouve que c'est merveilleux, enfin, c'est très touchant, et c'est très honnête comme film. En plus c'est assez drôle d'avoir une vieille caméra d'époque, et de filmer même jusqu'à dans les années 2010, je trouvais ça pas mal. Voilà, le concept est vraiment cool, et je vous le conseille. Voilà, comme quoi le cinéma français, c'est pas de la merde. Et on repart sur un film français, en plus un grand film français, hein, Le Grand Bleu de Luc Besson. Donc vraiment, juste pour vous dire, je suis pas ce genre de personne qui va cracher sur Luc Besson. Par contre, je suis ce genre de personne qui va te dire, ouais, les films de Luc Besson c'était quand même un peu mieux avant, hein, on va pas se mentir. Même si, voilà, je ne crache pas sur le fait qu'il a de l'ambition, qu'il vraiment veut faire du grand cinéma hein, pour la France. Mais bon, c'est derrière production, ils n'ont pas fait le même effet que Le Grand Bleu. Le Grand Bleu qui réunit en fait des passions que j'avais notamment pour la plongée sous-marine, et bah ça c'est fou, voilà, ça c'est fou. Et franchement j'adore.
Bon, Le Grand Bleu, c'est vraiment le film poétique sur un peu la vie de Luc Besson et sur ses différentes passions, le cinéma et la plongée. Et tu vois que ça se marie très très bien. Et tout simplement avec l'un des premiers grands rôles de Jean Reno, de Jean Reno, j'allais dire Mineur, mais non, qui est vraiment superbe, je trouve vraiment superbement beau, bien joué, bien poétique, avec des belles images, des beaux cadrages, quand même de la patience à mûr pour le dressage de dauphins, je crois. Et non, clairement, Luc Besson nous livre un de ses plus grands films, peut-être son plus grand film. Et encore à l'époque, la presse lui a arraché dessus, lui jeté la pierre là-dessus parce que c'était trop chiant. Du coup, il a fait une version longue, il a rediffusé carrément au cinéma avec cette version longue, juste pour dire plus c'est long, plus ça vous fera chier. Voilà, un truc comme ça, et du coup, je trouve vraiment la version longue superbe aussi également. Même si le film a connu, je crois, une fin alternative aux USA, ou quelque chose de plus happy ending, et là on a plus une fin un peu plus amère, pour le coup, bref. D'ailleurs, j'y pensais, j'ai un abonné qui est du Québec, qui n'a pas forcément accès au film, parce qu'il n'est pas disponible en DVD, je crois, ou Blu-ray au Québec, ou sur le sol canadien en tout cas. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le film a été distribué par la Fox, donc à l'international comme sur le sol américain, donc peut-être avec un peu de chance, peut-être qu'il se retrouvera sur Disney+, étant donné que Disney a racheté la Fox, et a récemment mis le catalogue Star, donc avec tous les films de la Fox, donc peut-être que Le Grand Bleu y sera, hein, peut-être. Ou alors il faudra acheter un apport sur Amazon, eBay peut-être, et encore, bon, le prix là risque d'être gonflé. Ou alors, seule solution, regarder en streaming, voilà, ou téléchargement illégal. Alors je suis pas là pour vous juger, hein, étant donné que je fais un peu pareil comme tout le monde. Voilà, donc c'est un peu dommage de se priver d'un très bon film, vraiment. Donc bon, en plus, pour encore prouver que le cinéma français, c'est pas de la merde. Voilà, donc voyez Le Grand Bleu, en plus si vous aimez les dauphins, c'est bien, voilà, c'est bien. Bon, on a parlé de dauphins, et si on parlait de requins, hein Bruce? Voilà, donc Les Dents de la Mer de Steven Spielberg, qui est son premier grand blockbuster, clairement. C'est le film qui a inventé le blockbuster en fait d'été, en fait, littéralement. Alors, quand je vous dis que Spielberg c'est le dieu du cinéma, c'est juste le mec, il te fait tous les trucs, voilà, il crée même les blockbusters. C'est pas beau ça. Enfin bref. Donc Les Dents de la Mer, c'est adapté de base d'un livre, évidemment, qui est aussi un énorme succès. Le film a eu un énorme succès, à un point où les gens ont été traumatisés par les requins, et que du coup, tout le monde a peur de se baigner avec des requins, alors qu'en fait c'est un animal qui est pas si dangereux que ça, hein, faut le savoir. Mais ça n'empêche pas d'avoir un très très bon film, et c'est vraiment cool, la musique de John Williams qui est magnifique, hein, surtout très angoissante, son thème principal qui restera dans les mémoires, et je trouve même le requin superbe, même si c'est un peu vieilli, mais Spielberg arrive à jouer sur le fait que le requin n'apparaît pas beaucoup à l'écran. On est plutôt du point de vue du requin avec la caméra qui va sous l'eau, clairement, et ça c'est un super thriller d'horreur aussi, parce que qui va être mangé par le requin, et c'est superbe, voilà, avec Rob Schneider qui est excellent dans ce film, évidemment, mais aussi, alors j'ai perdu Richard Dreyfuss, pardon, voilà, je sais pas pourquoi j'ai dit Dreyfuss, voilà, Richard Dreyfuss aussi qui est un de ses plus grands rôles secondaires, qui est juste génial. Il y a aussi Robert Shaw, hein, aussi, qui est très très bien dans ce film. Enfin bref, donc Les Dents de la Mer, c'est un classique du cinéma d'horreur, et de mise en scène, vraiment, surtout que je l'ai revu il n'y a pas très longtemps au cinéma, et oui, à l'époque où les cinémas étaient encore ouverts, donc ils avaient fait une rétrospective de Spielberg, et du coup je me suis rué sur Les Dents de la Mer parce que c'était l'un de ces films que j'ai moins vu, parce que sinon il repassait E.T., Jurassic Park, et Les Dents de la Mer, ça fait vraiment plaisir de revoir ce film. Il y a même un jumpscare qui fonctionne toujours aussi bien, je trouve, et pourtant, voilà, j'aime pas trop les jumpscares, c'est normal, mais ça fonctionne tellement bien, enfin, c'est fou, voilà, c'est fou. Et c'est une édition un peu spéciale, puisque du coup, on a les deux VF, donc la VF originale et la nouvelle VF qui est pourrite, hein, on va pas se mentir. Bon, après, sinon VO c'est très bien aussi, hein, mais voilà, donc c'est cool, au moins j'ai le choix, voilà. Et voilà, les requins c'est très très bien. C'est très gentil aussi, hein, faut pas croire. Mais c'est bon, je peux faire une mise en scène. Enfin bref, la saga Rocky. Donc qu'est-ce que ça fait plaisir d'en parler, surtout qu'est-ce que ça fait plaisir de se le faire offrir pour Noël. Voilà, donc en plus il y a pas longtemps je me les ai refait tous les Rocky, donc c'est vraiment génial. Je pense que c'est une des rares sagas du cinéma où il n'y a vraiment aucun que je déteste, mais vraiment aucun, c'est pratiquement sans faute. Après voilà, il y en a qui sont un peu en dessous, hein, certains me diront, mais
mais je trouve que chacun apporte vraiment son truc. Donc voilà, donc c'est un coffret Rocky qui va du premier jusqu'à Rocky Balboa, donc qui est sorti en 2006, si je dis pas de bêtises, ouais. Il n'y a pas les deux Creed, mais les deux Creed sont très bien, hein, mais je pense que je vais attendre que le troisième peut-être qu'il sortira pour avoir le coffret de la trilogie. Mais bref, donc le premier Rocky qui est réalisé par John G. Avildsen, donc écrit par Stallone. Bon, je vais faire plus court, tous les films Rocky, excepté les Creed et encore, sont écrits par Stallone. Moi, ça sera rapide. Donc vraiment un film qui retrace un petit peu sur la vie d'un boxeur qui vient des rues, qui va devenir un champion, voilà, malgré lui, qui va s'élever sur sa notoriété, sur sa détermination, sur sa foi en lui, etc. Et en fait, bah, c'est pas que la boxe, ça parle vraiment de détermination humaine, de motivation, de choses, de récompense en fait, tout simplement. Voilà, il y a plus de dialogue que des combats de boxe, donc c'est assez drôle. Voilà, mais voilà, ça fonctionne très très bien. Surtout que Stallone, c'est loin d'être un gros débile que tout le monde y pense. Non, c'est vraiment quelqu'un vraiment qui est sincère et touchant. Et il interprète très très bien Rocky. C'est lui en fait, c'est vraiment Rocky. Et voilà. Après, le deuxième film a été réalisé par Stallone, puis le troisième, puis le quatrième aussi. Et Rocky V, qui a été réalisé toujours par John G. Avildsen, qui a une sorte de retour aux sources du premier, donc c'est vraiment cool. Et Rocky Balboa aussi par Stallone. Voilà, donc dans l'ensemble c'est une superbe saga qui évolue au fil du temps, qui évolue le personnage Rocky dans son contexte, dans ses choix, dans ses problématiques, sur son rang de dieu de la boxe jusqu'à en fait revenir un simple humain. Et c'est vraiment superbe, sachant que vraiment, c'est une saga qui te remet un plomb si jamais t'es pas bien, t'es en dépression et t'as besoin d'un coup de boost pour te motiver. Et bah, je trouve que voilà, Rocky, Stallone il te parle vraiment dans cette saga et c'est merveilleux, c'est vraiment superbe. Je vous les conseille tous, voilà, même les Creed, c'est très bien en plus. Donc voilà, comme j'ai dit, c'est vraiment un sans faute cette saga, et les musiques sont vraiment cool, les mises en scène sont simples mais vraiment efficaces, surtout pour les combats de boxe. Les acteurs sont géniaux, les personnages sont attachants, que ce soit les ennemis de Rocky ou les alliés de Rocky, hein, tout simplement, ils sont vraiment très cool. Voilà, je vous le conseille, faites-vous une culture avec cette saga, c'est vraiment très cool. Et bien on continue en termes de grandes sagas cinématographiques. Décidément je suis vraiment bon pour les transitions. Hein. Voilà, La Planète des Singes, donc on m'a offert aussi à Noël et c'est vraiment cool. Donc c'est un coffret qui regroupe notamment les 5 premiers films de La Planète des Singes, donc l'ancienne saga. Un film très mal aimé, hein, qui est celui de Tim Burton, hein, celui-là. Et le premier film de la nouvelle trilogie qui est sorti récemment, donc Planète des Singes les origines. Donc malheureusement je n'ai pas l'affrontement final et Suprématie qui sont très très bons aussi. Voilà, avec des titres VF assez péteux, on va pas se mentir, mais bon, qu'est-ce que nous voulez-vous. Donc on va commencer rapidement par la grande saga, donc le premier film réalisé par Franklin Schaffner, avec le grand Charlton Heston, donc qui est adapté de base du livre de Pierre Boulle, La Planète des Singes, qui est juste un très grand film classique de la SF. C'était quand même à l'époque avant Star Wars, et c'est quand même quelque chose. Alors on ressent qu'il n'y avait pas beaucoup de budget, mais ils arrivent en fait à recycler les costumes, les décors, pour raconter d'autres choses, et pour explorer la mythologie de la Planète des Singes, notamment. Donc le premier film qui est vraiment un classique, notamment avec la fameuse séquence fin où le personnage de Charlton Heston voit la Statue de la Liberté complètement amochée, et qu'on comprend qu'en fait c'est l'humanité avant, et que c'est les singes qui ont pris le contrôle de la Terre. Oui bah hey, j'ai spoilé, mais c'est pas comme si les affiches du premier film spoilaient déjà, hein, voilà. Bah me remercie pas, hein. Voilà quoi. Donc c'est vraiment un grand classique avec des personnages comme Dr. Seuss qui est vraiment impressionnant sur sa transformation un peu humaine. Et ouais, le film il parle de tout, de l'esclavagisme, du racisme, de la religion, du conservatisme, de la guerre nucléaire. Voilà, il y a plein de sous-textes vraiment très exploités dans le premier film. Le deuxième, Le Secret de la Planète des Singes, réalisé par Ted Faust, qui est plutôt une bonne suite honnêtement, et c'est... Bon, spoiler en fait, tous les films de la saga sont bien. Voilà. Donc cette suite qui reprend où était le premier film, on suit surtout un nouveau astronaute qui va rechercher le personnage de Taylor, et qui du coup vont être confrontés avec des mutants, donc les humains, derniers humains mutants, qui vénèrent une bombe atomique, notamment dans leur église, pour du coup se défendre contre les singes. Et là aussi on a le thème abordé avec le conflit nucléaire et la religion fanatique. Et c'est super bien, surtout la fin qui est très nihilisme, donc qui est très osé. Même si ça utilise beaucoup de matte painting pour les décors, bah, je trouve que ça a un petit charme encore aujourd'hui. Voilà, très très bien. Le troisième film réalisé par Don Taylor, voilà, donc c'est Les Évadés de la Planète des Singes,
Donc là on suit les deux singes des deux premiers films qui cette fois-ci sont échappés de la planète des singes et qui se retrouvent sur Terre, mais à l'époque des humains, et notamment dans les années 70. Donc ils vont être confrontés à la société humaine, le contexte aussi de l'époque avec la guerre froide, le macartisme, etc. Et donc là, nos deux singes savants qui vont être confrontés à ça, et aussi ils vont devoir donner naissance à leur fils, qui aura un grand rôle aussi par la suite. Et c'est assez marrant de voir comment, cette fois-ci, les humains étaient traités comme des singes, et là, c'est les singes qui sont traités comme des singes, finalement, et c'est plutôt cool, vraiment. Le quatrième film réalisé par John Lee Thompson, donc c'est la conquête de la planète des singes, donc là on suit vraiment le fils des deux singes, à savoir César, qui va mener une grande révolution, voilà, pour que ses compères singes deviennent égaux, voire supérieurs aux humains. Et là, ça parle vraiment du racisme sur l'époque avec les droits civiques des Afro-Américains notamment. Et c'est tout aussi énorme, notamment son discours final qui est quand même... qui fout des frissons, j'ai envie de dire. Donc très efficace. Et le dernier film, La bataille de la planète des singes, toujours réalisé par John Lee Thompson. Là, bon, c'est un peu le film, un peu trop on va dire, mais qui raconte quelque chose. Donc c'est vraiment la bataille finale entre... des singes extrémistes et aussi les mutants humains qui veulent reprendre la Terre et les humains, malgré une société où les humains et les singes sont un peu égaux. Et du coup, là, César va devenir le nouveau prophète de tout ça, en fait. Et voilà. Donc c'est vraiment une grande saga, quand même. Et puis, il y a eu le film de Tim Burton, que je n'en dirai pas plus, parce que c'est de la grosse merde. Désolé. Voilà. Et La planète des singes, les origines, donc qui fait partie du reboot de la nouvelle trilogie, qui est vraiment très bien, avec Andy Serkis qui interprète en CGI, en motion capture, du coup César, en fait, le singe, qui va mener sa propre révolution dans le contexte actuel, avec les sciences et les humains qui veulent toujours plus, voilà, sur la consommation, la société et tout ça. Et donc voilà, on va connaître plus tard aussi dans l'affrontement et suprématie qui seront réalisés par Matt Reeves. Voilà, donc c'est vraiment des classiques, regardez-les, c'est vraiment très très cool. Je parle pour la première saga et même la nouvelle trilogie. Le film Tim Burton, c'est pas nécessaire de le voir honnêtement. Et actuellement Disney veut se plancher pour des nouveaux films de la planète des singes. À voir ce que ça va donner. Surtout par le réalisateur de la trilogie Labyrinthe, je suis moyennement confiant, mais bon, on verra bien. Sinon, regardez-les quand même, que ce soit les vieux films ou la nouvelle trilogie, c'est très très bien. Vraiment. Le secret de Terra Bifia de Gabor Suspo. Ouais, pas de blague douteuse, hein. Sans doute que j'ai quand même vachement mal prononcé son nom, bon il est hongrois aussi hein, de base. Bon c'est un réal que je connais pas énormément parce qu'il a pas fait grand chose en soi, il a fait des téléfilms, il a été producteur scénariste de d'autres œuvres, bon. Voilà, et ça veut pas forcément dire que ce film est nul, si j'en parle c'est parce qu'en fait c'est vraiment un souvenir d'enfance, parce qu'il y a des années cela, mes parents ils m'offraient plein de DVD, souvent que c'était pas cher, des offres comme ça, et c'est comme ça que j'ai eu E.T. et les Kremlins par exemple. Et ben là, c'est un film qui pourrait en apparence d'un téléfilm M6. Pourtant, le film était sorti au cinéma, je crois, il me semble. C'est aux États-Unis, je crois, qu'il était sorti directement en DVD. Je suis pas sûr, ou alors c'est le comptage, je sais plus. Bref, donc c'est. Bref, bon, genre de film qui passe souvent sur M6 pour les heures creuses, téléfilm entre les téléfilms Noël ou Saint-Valentin un peu niais. Bah pourtant, Le secret de Terra Bifia, c'est plutôt un bon film pour les enfants, un petit peu une lecture c'est pour les adultes, puisque ça suit deux jeunes ados qui vont partager le même commun l'imagination d'un monde fantastique et qui vont en fait imaginer leur propre monde, qui en fait le film mélange prise réelle et le côté CGI de l'imagination en fait tout simplement. Et en fait, dit comme ça fait une sorte de Narnia copy-like, mais pas tant que ça en fait, parce que le film est plutôt intelligent dans son propos, parce que là on suit quasiment en fait la vie du gamin qui a pas trop d'amis, qui va à l'école, qui a une passion pour le dessin, etc., qui va se trouver une copine, une amie, hein, entre autres, qui soutient dans son projet d'imagination et qui vont tous les deux imaginer leur propre monde et qui vont être reculés du monde réel et qui vont en fait inventer tout un tas de créatures qui sont issues de la réalité en fait des personnages qui sont confrontés, etc. Et je trouve ça vachement sympa en vrai, c'est vraiment un petit film que j'aime bien en fait, je l'ai redécouvert et c'est vraiment cool. Surtout que je me souvenais qu'il y a un moment, alors je vais pas spoiler hein, mais clairement je vous laisse le découvrir, mais il y a un moment où un truc inattendu qui se passe dans le film et qui replonge complètement dans une lecture intéressante. Et franchement ça m'avait... quand j'étais gamin, j'étais pas forcément très bien, et en plus l'ayant revu, ouais, ça m'a un petit peu bouleversé je trouve.
Donc voilà, je vais pas vous en spoiler plus. Alors, si vous avez vu le film, je pense savoir ce que je parle. Et sinon je vous laisse découvrir. Voilà, c'est un petit film vraiment, voilà, qui est pas très ambitieux, mais plutôt sympa, honnêtement. Donc il est vraiment cool. Et honnêtement, même la CGI est plutôt bien gérée, honnêtement, ça va pas trop mal vieilli. Pour du 2007, hein, ça va, honnêtement. C'est plutôt cool. Voilà, donc un bon petit film d'enfance, de jeunesse, assez amusant. Voilà. Hiro de Zhang Yimou, voilà, j'ai pas trop mal prononcé son nom, donc un film chinois. Étant donné que j'en ai pas forcément beaucoup parlé du cinéma asiatique, bon, dans ma collection j'ai quand même quelques films japonais et coréens, alors il faudrait bien un film chinois dans le lot. Et voilà, je connaissais pas énormément le réalisateur, donc si je prononce toujours bien, Zhang Yimou, voilà, qui fait beaucoup de films d'arts martiaux, d'après ma connaissance. Et avec un sacré casting quand même, hein, parce qu'il y a quand même Jet Li et Donnie Yen notamment qui s'affrontent, et ça c'est une merveille quoi, c'est une merveille. Et c'est un très bon film, voilà, qui raconte en fait sur une légende, sur comment un personnage qui s'appelle son nom en plus, va défier un empereur ambitieux et fou qui veut envahir toute la Chine, parce que voilà, à l'époque la Chine c'était divisé en plusieurs royaumes, et les autres royaumes craignaient en fait une unification totale sous un même roi, et du coup qui va le défier sur son plan idéologie, sa paranoïaque, et sur sa philosophie, et aussi sur plein de plans abusés de ralentir façon Matrix, mais c'est tellement vrai et jouissif je trouve. Et ouais, le cinéma chinois c'est pas juste de la propagande, c'est vraiment aussi toute une mythologie, toute une culture vraiment qui est vraiment super intéressante. Je vous conseille notamment les films de Tsui Hark, voilà, qui est l'un des grands réalisateurs chinois les plus ambitieux que je connais. Mais bon, là on parle d'un autre réalisateur chinois quand même. Et c'est super cool, honnêtement. Voilà, il a reçu le meilleur prix, l'Oscar du meilleur film étranger. Il a eu une grande distribution internationale, donc par Universal, et je crois qu'en France il a eu un très bon score au box-office. Voilà quoi, après il y a eu, ça a dû aider notamment la notoriété de Jet Li et surtout Donnie Yen pour la saga Hitman. Et c'est cool, vraiment. Je trouve que c'est un bon film de sabre, d'arts martiaux, et c'est plutôt pas mal. Après c'est assez court, c'est sur une histoire, on va dire un peu simple aux premiers abords, mais bon, il y a pas mal d'analyses à faire là-dessus et sur les enjeux réels des personnages, sur la réalisation. Pour montrer en fait que la culture chinoise c'est quand même une très grande civilisation et une grande histoire aussi, au même titre que la France et d'autres pays. Hein. Mais voilà quoi, en tout cas, si je vous conseille des bons films chinois, enfin des bons films venant de la Chine principalement, et Hiro, ça peut vous donner une porte d'accès, hein, clairement. Voilà. Donc voilà, donc un film avec Jet Li et Donnie Yen, ça n'a pas de prix. Voilà, avec des super plans d'arts martiaux, ça c'est encore mieux. Voilà. Groovy. Ouais, on va finir vraiment avec le coffret Evil Dead de Sam Raimi. Ouais, petite merveille je trouve. Bon, je pense pas qu'il sera dans une box parce qu'il n'y a pas grand chose à dire sur le coffret, mais il est vachement joli et vraiment à un point où j'avais mis sur mon étagère avec les autres coffrets. Et enfin bref, donc bon, je pense que j'en ai un petit peu parlé, que je suis déjà que j'aime beaucoup Sam Raimi. Je suis même devenu un gros fan d'Evil Dead parce que c'est vraiment des films mais complètement absurdes, sur l'horreur mais aussi du gore à volonté. Et sur du burlesque, de la comédie noire, c'est vraiment génial cette trilogie. Il y a tout, hein, le premier Evil Dead, le deuxième et le troisième qui a le droit à sa director's cut dans le coffret, contrairement aux deux qui l'a pas eu malheureusement. Et pour le premier, il y a du coup l'ancienne VF et le nouveau doublage VF, pardon. Bon, je n'ai pas vraiment vu, mais voir ce que ça donne. Et c'est toujours aussi jouissif, notamment avec Bruce Campbell qui incarne Ash Williams, l'un des meilleurs anti-héros de l'histoire, qui m'a inspiré un certain jeu vidéo, on défonce des démons avec des gros flingues et une tronçonneuse. Bon, je vous laisse deviner c'est quoi la référence, mais bon. Et c'est super, vraiment c'est super. Enfin, voilà, c'est du Sam Raimi quoi. Juste avant qu'il fasse la trilogie Spider-Man, il te fait une trilogie, mais complètement super ouf, vraiment, qui fait envier, je pense, les réels de films d'horreur, ou de thriller, ou de fantastique. Et c'est vraiment superbe, je trouve. J'ai une préférence pour le 2, je trouve, parce qu'il y a tout un délire qui part là-dessus, mais sinon le premier, le deuxième et le troisième qui sont géniaux. Même si voilà, on peut regretter le degré d'horreur ou de peur qui s'efface de plus en plus plutôt à partir du premier film qui est vraiment un vrai film d'horreur pour le coup. Mais voilà, ça remet en question sur le code de l'horreur et tout ça. Moi qui suis pas un grand fan de l'horreur de base, et je trouve que c'est vraiment hyper plaisant. Entre temps, il y a eu le remake aussi Evil Dead il y a une très jolie photographie. Je n'ai pas trouvé ça de ouf. Je sais qu'il y a plein de gens qui l'aiment, et c'est cool.
surtout que c'est Sam Raimi qui a produit le remake, mais moi j'étais pas emballé honnêtement par le remake, donc voilà. Mais je comprends que les gens puissent l'aimer. Et il y a eu aussi il y a quelques temps la série Ash vs Evil Dead, voilà, qui suit direct des 3 films, qui est génial avec un Bruce Campbell qui est oh là là, encore plus excellent, et ça part dans tous les sens. Malheureusement la série n'aura eu que 3 saisons, et donc c'est vraiment dommage. Voilà, mais je vous la conseille, voilà. Et il y a un projet d'Evil Dead 4 aussi qui devrait être sur les rails, mais sans Bruce Campbell pour le coup. J'aurais préféré à la limite une suite au remake, ça aurait été peut-être plus pertinent pour le coup, mais on va voir ce que ça peut donner. Sachant que Sam Raimi va revenir dans Doctor Strange 2 normalement, donc on verra bien. Voilà, en tout cas, ça fait vraiment un plaisir de retrouver Evil Dead, et puis voilà, c'est un beau coffret, vraiment absolument à voir. Et voilà, ce premier vrag est terminé, donc j'espère que ça vous aurait passé un bon petit moment. Et puis à l'avenir, je verrai pour d'autres épisodes de vrag, notamment que j'ai moyen de faire un 2e épisode. Bon, il n'y arrivera peut-être pas tout de suite encore, hein, parce que j'ai envie de faire d'autres choses. Donc voilà, mais voilà, ça fait plaisir d'en reparler un petit peu des DVD, des coffrets, donc voilà. Mais bon, il faut faire une pause là-dessus aussi, parce que j'ai d'autres projets à faire. Voilà, donc j'espère que ce contenu, cette potentiellement nouvelle série vous plaira. Voilà, je fais beaucoup de nouvelles séries en ce moment, de vidéos, donc je vais peut-être me calmer là-dessus. Hein. Voilà quoi. Mais bon, si j'aime bien d'aller un petit peu dans l'ambition. Je suis en train de me perdre dans mon discours, voilà, ne faites pas gaffe à ce que je dis. Hein. Donc bon, j'en parlerai plus tard de d'autres DVD et coffrets, hein, auxquels je vous en parlerai plus tard. En tout cas, avec les vracs, je ne serai pas vraiment en pénurie. Voilà, et puis bon, on va faire comme la vieille formule habituelle, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne hein, pour plus de soutien et faire connaître un peu plus ma chaîne, ou encore me suivre sur Twitter ou sur Discord. Hein. Également, je suis présent notamment sur Twitter pour vous donner un peu les actualités de mes prochaines vidéos ou d'autres actualités, hein, que ce soit. Hein. Évidemment, je vais essayer de ne pas dire de la politique, voilà, et, surtout parce que sinon, voilà. Mais bref. Donc vous pouvez me suivre ailleurs, et puis n'hésitez pas, voilà, tout simplement, ça me ferait également plaisir. Puis n'oubliez pas, hein, j'ai besoin de manger surtout, voilà, ça ferait plaisir ici également, voilà. Allez, je vous laisse, on se retrouve pour de prochaines vidéos, et n'oubliez pas, regardez des films, c'est vraiment important. Allez, à la prochaine.